Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio web de l'Institut. Au mois de mai dernier, je recevais au micro de Canal Académie l'historien Jean-François Sirinelli, auteur d'un remarquable ouvrage sur mai 68, un ouvrage qui a souhaité sortir du mythe en présentant un événement bien plus complexe qu'on ne le croit généralement, un événement, je le cite, multiforme dans ses modalités comme dans sa signification. Même si cet ouvrage donnait la part belle à la chronologie, il s'agissait davantage de discerner les grands mouvements sociologiques, culturels et intellectuels, bien sûr politiques, qui ont fait mai 68, ceci sur le temps long. Je vous propose aujourd'hui d'agir tout à l'inverse et de nous arrêter sur un moment de mai 68. L'histoire est remplie de ces moments où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. Nous le savons, la fatalité en histoire n'existe pas et ce sont bien les hommes qui agissent sur les événements. Le voyage du général de Gaulle à Baden-Baden fait partie de ces moments clés du XXe siècle où tout aurait pu précisément basculer. Pourquoi le général de Gaulle s'est-il rendu le 29 mai 1968 à Baden-Baden, siège du commandement en chef des forces françaises en Allemagne? Pourquoi a-t-il souhaité rencontrer précisément Massu? Que se sont-ils dit? Mais avant cela, quel fut l'état d'esprit du général pendant ces événements de mai 68? Quelle relation entretint-il avec son entourage et quelle image donna-t-il de lui? On n'a pas fini d'interpréter mon voyage à Baden-Baden, disait l'ancien président de la République. Comment peut-on donc interpréter l'événement? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Henri-Christian Giraud. Henri-Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur adjoint du Figaro Magazine. Vous avez beaucoup travaillé sur le général de Gaulle. Vous travaillez sur les archives. Nous en discutions avant cette émission depuis de très nombreuses années, puisque vous avez fait traduire des archives qui venaient de l'ex-URSS. Et vous avez spécialement donc travaillé sur les liens du général de Gaulle avec les communistes. Alors vous avez dirigé un travail, il y a quelques années, un travail collectif paru aux éditions du Rocher, une réplique à l'amiral de Gaulle à la suite de la sortie de la géographie de son père. Et enfin, toujours chez le même éditeur, aux éditions du Rocher, vous venez de publier L'accord secret de Baden-Baden. Alors, ma première question, ma foi, sera assez simple. Bon, il s'agit de l'aboutissement d'une pensée, mais vous commencez votre ouvrage par un acte d'humilité, parce que, dites-vous, il restera toujours un mystère sur ce voyage de Baden-Baden. Est-ce à dire qu'on ne peut pas avoir de certitude? Non, on ne peut pas avoir de certitude parce qu'on n'est pas dans la tête du général de Gaulle, on n'est pas dans l'hélicoptère à ses côtés et on n'est pas dans le bureau de Massu à Baden-Baden. Donc on ne sait pas exactement ce qui a pu se dire dans le détail. En revanche, on peut, par un faisceau d'indices, que je crois avoir trouvé et mis précisément en faisceau, on peut avoir une idée de la raison de ce voyage à Baden-Baden. Alors, il y a bien évidemment dans votre ouvrage toute une période qui est la période de mai 68 en lui-même, qui n'est pas l'objet de votre ouvrage, mais vous y consacrez, allez, on va dire un bon cinquième de votre ouvrage sur les jours avant ce voyage. Et dans cette présentation, vous mettez en parallèle deux événements. Au fond, vous mettez en parallèle ce qui se passe en France et puis d'un autre côté, ce qui se passe notamment en Tchécoslovaquie. Oui, parce que je pense que les deux événements sont liés. En tout cas, ils sont liés dans la démarche et qui va amener le général de Gaulle à se rendre à Baden et à déclarer lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie qu'il ne s'agissait que d'un incident de parcours. Le général de Gaulle, le 24 août, en Conseil des ministres, a donné le la à ses ministres. Il a dit « ce n'est qu'un déplorable incident ». Et c'était un propos officieux, puisque ça se passait en Conseil des ministres. Mais Michel Debré, ministre des Affaires étrangères, le 29 août, c'est-à-dire 5 jours plus tard, a officialisé la pensée du général de Gaulle. Et la pensée du général de Gaulle, il l'a officialisée de telle sorte qu'il a dit « c'est un incident, cette invasion de la Tchécoslovaquie
par l'Union soviétique n'est qu'un incident de parcours. Alors à l'époque, ça a provoqué, vous imaginez bien, un tollé, et on n'a pas très bien compris pourquoi la France traitait cette invasion soviétique d'incident de parcours. Je pense que le général de Gaulle, et c'est ce qui a un peu motivé, si on commence par la fin, motivé mon enquête, payait une dette à l'Union soviétique, une dette pour avoir été aidé à passer le cap difficile du 29 mai 68. Alors nous allons revenir très largement dans la seconde partie de cette émission sur les liens du général de Gaulle avec Khrouchtchev, sur la question de l'alliance franco-russe, qui est une question qui revient de manière permanente dans la diplomatie de la politique étrangère de la France. Donc c'est une question importante, mais j'ai voulu consacrer cette première partie d'émission au général de Gaulle en mai 68. Quel est son état d'esprit? Parce que vous présentez admirablement bien que le Parti communiste, au départ, il se méfie bien évidemment de ce mouvement étudiant, il le regarde un peu de haut, il n'est absolument pas lié à ce mouvement. Non, absolument pas. Et pour résumer l'affaire, je dirais que du 3 mai 1968, date de l'article incendiaire de Georges Marchais, l'étoile montante du PCF à l'époque, contre les gauchistes, maoïstes et autres personnes de cet acabit, dirigés par l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, une formule qui va faire florès. Donc du 3 mai au 20 mai 1968, le Parti communiste fait tout ce qui est en son pouvoir pour freiner le mouvement gauchiste et pour soutenir le gouvernement. Sinon le gouvernement, du moins le général de Gaulle. À plusieurs reprises, la CGT renacle à soutenir le gouvernement parce qu'elle juge la situation objectivement révolutionnaire, notamment à partir du 16 mai, et parce qu'il y a aussi quand même 20 millions de grévistes dans la rue, et que le Parti communiste, notamment la CGT, ne peut pas se couper des masses comme ça. Donc à un moment donné, la CGT envisage d'embrayer un peu sur le mouvement révolutionnaire, mais le parti met le haut là. Benoît Frachon, de retour du RSS, où il vient de recevoir la médaille du révolutionnaire, de la médaille de l'ordre de Lénine, calme son petit camarade Georges Ségui, et il y a une délégation du PCF conduite par Duclos le 19, je crois, le 19 mai, qui met les choses au point, et à partir de ce moment-là, la CGT s'aligne complètement sur le Parti communiste. Bon, il faut dire que Georges Ségui est un membre du Politburo, donc, et que la CGT est un syndicat communiste. Donc, ils sont aux ordres et ils obéissent aux ordres du PC. Donc, le PC, disons jusqu'au 24 mai, est totalement favorable au régime. Et pour résumer ce soutien, on pourrait citer la phrase de Waldeck-Rochet à Jacques Vendroux, le beau-frère du général de Gaulle. Waldeck-Rochet dit à Jacques Vendroux, surtout, il ne faut pas qu'il s'en aille. En parlant du général de Gaulle. Donc il y a un appui total du Parti communiste, et de Gaulle en est parfaitement conscient. Vous me demandez quel était l'état d'esprit de Gaulle dans cette première période. Je dirais que c'est un peu ce que dit Pompidou à Perfit. Il dit, tant que les communistes sont avec nous, nous ne risquons rien. Et de Gaulle dit aussi à plusieurs reprises à son entourage, croyez-moi, les communistes vont y mettre bon ordre. Donc jusqu'au 24 mai, soutien absolu du PCF à De Gaulle. En revanche, à partir du 24 mai, il y a un tournant historique, c'est l'échec du discours du général de Gaulle. Mais pourtant, est-ce que de Gaulle pense que ce mouvement, le mouvement anarchiste, le mouvement de mai 68 des étudiants, est-ce qu'il pense que ce mouvement est téléguidé de l'étranger ? D'après ce que Focard en rapporte, il faut dire que Focard, on le sait assez peu, est quand même l'homme fort de ce régime gaulliste. Il voit De Gaulle tous les jours, 1 heure, dans son bureau, et c'est, je dirais, le chef du service de renseignement du général De Gaulle. Et Focard, d'après ce que Focard rapporte, dans les nombreux volumes qu'on a publiés après sa mort, De Gaulle croit que ses affaires sont téléguidées, mais il pense que c'est téléguidé à partir de la Chine. Aujourd'hui, certains pensent plutôt que c'est téléguidé à partir des États-Unis, de Washington. De Gaulle, lui, d'après ce que rapporte Focard, je n'étais pas là non plus dans le bureau du général de Gaulle, dit que c'est plutôt la Chine. Et d'ailleurs, il le dit avec fort dépit, puisque c'est lui qui a reconnu la Chine en premier. Donc, de Gaulle, finalement, reste soutenu, entre guillemets, par les communistes. Les communistes ne pensent pas à renverser le régime. Les communistes ne pensent absolument pas à renverser le régime. Le Parti communiste est à l'époque la deuxième formation française, la deuxième formation politique française. Est-ce que c'est une force sur le déclin ?
Non, pas du tout. À l'époque, c'est pas une force sur le déclin. Non, non, c'est une force très puissante et qui est capable d'ailleurs de mettre, comme il va le faire le 29 mai, près d'1 million de personnes dans la rue. Hmm. Hein, et il va finalement contrôler quand même à partir d'une certaine date, il va contrôler tout ce mouvement de grève. Hein. Jusqu'au 24, la CGT va se contenter de prendre acte de la grève. Elle ne peut pas faire moins puisqu'il y a 20 millions de grévistes. Hein. Mais à partir quand même du 24 mai, elle va essayer de noyer le mouvement gauchiste dans la grève précisément. Et là, les gauchistes n'existent plus à partir de ce moment-là. Hein. C'est le parti qui, jusqu'alors, constitue, je dirais, le deuxième pilier de l'État gaulliste, hein, pour reprendre la formule de Pierre Nora. Pierre Nora parle du duo compère et complice que forment le régime gaulliste et le Parti communiste. Bon. Les concordances politiques entre le régime gaulliste et le Parti communiste sont telles qu'un penseur comme Raymond Aron parle de système gaulo-communiste. Mais est-ce que De Gaulle en a finalement conscience? Puisque vous le disiez tout à l'heure, il pense que c'est téléguidé par la Chine. Alors bon, il s'agit de diplomatie, il s'agit de politique étrangère. Mais d'un autre côté, on lit De Gaulle, en tous les cas, De Gaulle dit par exemple, 20 mai, ce sera le Parti communiste ou moi, d'accord avec vous. Et pour que ce ne soit pas le PC, pensez-vous qu'il faudrait aller jusqu'au bout à l'utilisation de tous les moyens, l'armée par exemple? Ça veut dire qu'il a bien conscience d'un affrontement. Ah, mais il arrive un moment où il sait très bien que le Parti communiste suffisamment fort et le régime gaulliste, je dirais, suffisamment faible, il va y avoir un mouvement de bascule et le Parti communiste peut dicter sa loi au régime. Hein. Et en effet, à partir d'un certain moment, le Parti communiste, devant l'effondrement du pouvoir, hein, à partir du 24 et surtout du 27 de Grenelle, Balladur dit qu'il n'y a plus d'État, l'anarchie est partout. De Gaulle le dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de gouvernement, je n'ai pas d'homme d'État avec moi, donc les manettes ne répondent plus, il n'y a plus d'État. C'est bien qu'il faut bien se mettre, je dirais, dans l'histoire de ce moment-là. Le gouvernement n'existe plus et l'État n'existe pas davantage. Et donc le Parti communiste, naturellement, veut remplir ce vide qui se crée devant lui. Voilà. Et donc De Gaulle sait très bien que la partie va se jouer finalement entre lui et le Parti communiste. Le Parti communiste est en train de rompre l'alliance qu'avait résumée Malraux avec sa fameuse formule « Il y a nous, le Parti communiste, et rien ». C'est-à-dire, dans l'esprit de Malraux, dans l'esprit gaulliste, il y a nous et le Parti communiste, et il ne doit rien y avoir, il ne doit y avoir aucune autre force centriste, socialiste ou autre. Hein. Nous partageons, nous sommes les deux piliers du système. Bon. Mais à un moment donné, et notamment à partir du 24 et du 27 surtout, à partir de l'échec de Grenelle, Waldeck-Rochet écrit à Mitterrand pour relancer l'accord signé 6 mois plus tôt entre le Parti communiste et la FGDS, la Fédération de la gauche sociale, démocrate et socialiste, hein, de l'époque, pour relancer ce qui sera plus tard l'union de la gauche sur la base d'un programme commun. Voilà. Donc De Gaulle se dit, le Parti communiste est en train de me trahir, il passe dans le camp social-démocrate, il trahit le gaullisme. Jean-François Sirinelli, au début de son ouvrage, reprend les fameux vœux du général de Gaulle. Vous les prenez également dans votre ouvrage. Donc l'année 68 s'annonce parfaitement bien. En gros, c'est cela. Pourtant, la mai 68, ça se passe mal. Quel est l'état d'esprit du général de Gaulle? Est-ce que vous dites à la fin de votre ouvrage qu'au fond, au mois de mai, il passe par à peu près tous les états d'esprit possibles et inimaginables? À cette époque, juste avant Baden-Baden, qu'est-ce qui prime? Le désespoir? Après son discours du 24 mai... Parce qu'il fait un discours, il essaie de rattraper les choses, et ça fait un flop. Oui, ça fait un flop parce qu'il essaye de parler de sa fameuse réforme des régions, du Sénat et autres, et ce n'est pas le propos du moment. Il dit à Jacques Foccart, il dit « J'ai mis à côté de la plaque ». Mais on sait qu'il a dit à d'autres « Je ne sens plus la France ». Et là, de la part de Gaulle, je dirais qu'il ne peut pas y avoir de propos plus graves dans l'esprit du général de Gaulle, hein, ou dans ce que l'on sait du gaullisme, que de cet aveu « je ne sens plus la France ». Non, la France devient totalement insaisissable. Mais vous écrivez, je vous cite, « La déstabilisation intime du chef de l'État n'échappe pas au communiste, qui juge qu'elle n'est pas seulement due à sa contre-performance. En un mot comme en 100, De Gaulle le général n'est plus ce qu'il était. » Voilà, ça c'est sûr. Alors il y a l'âge qui joue.
très certainement. Et puis, il y a la contre-performance. Il y a surtout, il y a une contre-performance, c'est pas tellement la façon dont il le dit, mais ce qu'il dit. De Gaulle ne sent plus ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire. C'est ça, ce qui excède la simple contre-performance. De Gaulle ne sent plus les choses. Donc, si De Gaulle ne sent plus les choses, c'est plus De Gaulle pour le Parti communiste. C'est l'homme qui prévoit, qui pressent, qui a une certaine forme de prescience. Là, il est pris, il est rattrapé par l'événement et la foule crie De Gaulle démission. L'émission Un jour dans l'histoire reçoit Henri-Christian Giraud, auteur du livre L'accord secret de Baden-Baden, avec comme sous-titre, un sous-titre bien évocateur, Comment De Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68, un livre paru aux éditions du Rocher. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Henri-Christian Giraud, journaliste et auteur du livre L'accord secret de Baden-Baden, Comment De Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68, un ouvrage paru aux éditions du Rocher dans la collection Documents. Alors, nous avons évoqué cette personnalité du général de Gaulle avant Baden-Baden. Nous avons vu son désespoir. Il dit « La France n'a plus de gouvernement, il n'y a plus d'homme d'État et il n'y a plus personne ». Il n'est lui-même plus ce qu'il était et il ne donne plus l'image d'un homme qui maîtrise les choses, la situation. Je souhaitais en fait aborder lors de cette deuxième partie au fond, le pilier de votre ouvrage, qui est la question de la relation avec la Russie. La relation avec la Russie, elle n'est pas nouvelle. Pour avoir été élève de Georges-Henri Soutou, je me souviens très bien que Georges-Henri Soutou nous avait dit qu'il avait envisagé de partir à Moscou. On imagine... 1943, voilà. Même 1942, en effet. Et ça, je l'ai écrit d'ailleurs dans mes premiers livres, De Gaulle et les communistes, parus dans les années 80 chez Albin Michel. En effet, De Gaulle, c'est lié a fait une proposition à Staline le 25 juillet 1941. Et la proposition, je la résume, c'était la création d'un front commun en Europe entre l'Union soviétique, qu'il appelle la Russie, et la France, face au projet des anglo-saxons après la guerre. Bon, Staline a accédé à la reconnaissance, à la demande de reconnaissance de la France libre que demandait De Gaulle, en posant un certain nombre de conditions. La première condition, c'était la réintroduction sur la scène nationale, via la résistance d'ailleurs, du Parti communiste français qui avait été exclu de la scène nationale par Daladier à cause du pacte germano-soviétique. Et la deuxième raison, qui viendra un peu plus tard d'ailleurs, c'est le soutien que De Gaulle devait apporter à l'ouverture du second front le plus à l'ouest possible, et même le général Golikov, le patron du GRU à l'époque, le service de renseignement soviétique de l'armée, est venu en Europe et aux États-Unis pour soutenir dès 41, dès fin 41, cette idée de l'ouverture en Normandie. Bon, alors que Churchill et le général Giraud, mon grand-père, étaient plutôt favorables à l'ouverture du second front dans les Balkans. Dans le ventre mou de l'Europe, comme disait Churchill, pour précisément couper la route de Berlin à l'armée rouge, parce qu'on savait que si l'armée rouge mettait la main sur Berlin, elle finirait par mettre la main sur une partie de l'Europe centrale. Voilà. Donc, De Gaulle a quand même accédé à ces demandes, puisqu'il a tout fait, en effet, pour que l'ouverture du second front ait lieu en Normandie. Alors, comment De Gaulle considérait la Russie ? Nous sommes en 1968. Quel lien entretenait la France avec la Russie ? Il est très difficile de savoir si De Gaulle se prend au jeu, parce que c'est quand même un réel politiquaire, se prend au jeu de la Russie. Il parle en effet sans arrêt de la Russie. On y voit aujourd'hui une espèce de prescience extraordinaire, de forme de son génie. Moi, je crois que De Gaulle et tous ceux qui ont vécu à cette époque-là n'avaient pas affaire à la Russie, mais à l'Union soviétique. Et l'intervention à Prague, l'intervention soviétique à Prague, a démenti en effet cette qualification de Russie. Non, nous avions affaire à l'Union soviétique. Je dirais de ce qui s'est passé à Berlin en 1953, en passant par Budapest jusqu'à la Tchécoslovaquie, c'est l'Union soviétique qui est dans un projet de conquête de l'Europe centrale et orientale. Voilà. Bon, De Gaulle continue de parler de Russie et c'est un peu étrange. Il ne croit pas au danger soviétique ? Je pense qu'il y croit, mais je pense aussi, et ça je me fonde sur mes livres précédents, je crois que De Gaulle très tôt a adossé, je dirais, sa fortune politique à l'Union soviétique. Je dis bien adossé, c'est-à-dire qu'il a pris en compte cette puissance soviétique par
pas par philo-soviétisme. Je pense simplement qu'il était fasciné par la puissance militaire soviétique et par la puissance que représentait l'URSS. Et comme c'était une puissance européenne, en tout cas, dans les limites de l'Europe, il ne pensait pas pouvoir qu'on puisse s'en passer aisément. Voilà. Donc, il s'est adossé, tout montre qu'il s'est adossé, qu'il a adossé sa carrière politique à l'Union soviétique. Et à plusieurs reprises, en juillet 1941, avec ses contacts avec Staline, en septembre 1957, avec ses contacts avec Khrouchtchev, ensuite la mise en œuvre de son Ostpolitik à partir de 1963-1964, une Ostpolitik qui va quand même assez loin, puisqu'elle va aller jusqu'à la remise en cause, jusqu'à la révision de la conception stratégique de notre défense. On va arriver progressivement à la doctrine aérée, défense tous azimuts, qui fait que l'on considère l'Union soviétique non plus comme l'ennemi prioritaire, mais comme un ennemi au même titre que les autres, c'est-à-dire au même titre que la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou l'Allemagne fédérale. Vous rappelez le discours en 1960 du général de Gaulle devant Khrouchtchev. Oui. Monsieur le Président, ce que vous dites et ce que vous faites depuis que vous avez paru au premier plan de la scène du monde, nous le notons, croyez-le bien, avec la plus grande attention. Cela nous conduit à supposer que c'est cette détente et un jour, qui sait, cette entente que vise votre politique. Et la notion d'entente est très importante dans la notion de diplomatie. Très importante. Or, il s'adresse quand même aux tombeurs de Budapest. Il s'adresse aux tombeurs de Tbilissi, à tous ceux que nous avons appris par la suite. Il s'adresse aux bourreaux de Budapest. Bon, le règne de Khrouchtchev n'est pas un règne innocent. Moyennant quoi, en effet, il fait de Khrouchtchev un porteur de paix. Et en Union soviétique, quand il va aller en Union soviétique, il va dire qu'il considère le rôle pacifique et pacifiste de l'Union soviétique, alors que dans le même temps, il va accuser les Américains des pires maux. Alors justement, dans la crise de mai 68, comment réagit Moscou avant Baden-Baden ? Moscou semble très absent de cette affaire-là. En tout cas, le signe tangible de l'appui de Moscou au régime gaulliste, c'est le retour de Frachon, qui se situe, si je me souviens bien, le 16 mai. Et Frachon revient d'Union soviétique, où il a été recevoir la médaille de Lénine pour le récompenser de ses bons et loyaux services révolutionnaires. Et la première chose que fait Frachon, c'est de recadrer, si j'ose dire, son petit camarade Georges Ségui, de dire non, on ne met pas en l'air le régime. Moscou considère que la politique étrangère du général de Gaulle lui est favorable. Donc il ne s'agit pas de renverser le général de Gaulle. Mais alors, est-ce que justement de Gaulle lui demande à ce que Moscou neutralise le Parti communiste français ? Non, il ne demande pas jusqu'au moment critique, jusqu'au moment où le Parti communiste va manifester sa volonté de puissance. Une volonté de puissance d'ailleurs tout à fait, je dirais, pacifique et légale, car devant le vide qui se crée progressivement, le parti se dit, ne croit évidemment pas à l'insurrection, au moyen de l'insurrection. Il pense qu'il va combler naturellement le vide que laisse le parti gaulliste. Voilà. Et à partir de ce moment-là, en effet, de Gaulle commence à se dire le parti veut ma peau. Et donc, de Gaulle se retourne vers l'Union soviétique et le 28 au matin, il lance un appel au secours via l'ambassade soviétique et pour dire calmer le parti. Mais, il le fait avec un argument d'ordre militaire. Comme prétexte, il dit il y a un article dans l'Alliance atlantique qui permet aux troupes de l'Alliance d'intervenir s'il y a des désordres dans un pays de l'Alliance. Donc, il adresse vraiment un appel au secours à Moscou sur le mode d'une menace, d'une intervention américaine, militaire américaine pour simplifier, occidentale, possible en France. Voilà. Donc, les Russes vont répondre non par le canal diplomatique, ce qui aurait été logique puisque De Gaulle a lancé son appel au secours via l'ambassade soviétique. On aurait été trouvé logique que ce soit l'ambassade soviétique qui réagisse. Non, Moscou répond par le canal militaire, par la mission soviétique de Baden. Parce qu'il y a une mission militaire soviétique à Baden, comme il y avait une mission militaire soviétique dans les 3 zones.
3 hommes. Donc c'est la réponse en fait à ceux qui ne comprennent pas pourquoi, au fond, De Gaulle aurait pu se contenter de rester à Paris et d'avoir une assurance diplomatique via Dubinin, c'est bien cela. Via Dubinin, via Valerian Zorin, qui est l'ancien tombeur de Prague en 1948 quand même, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc Dubinin qui est l'ambassadeur d'Union soviétique en France. Donc il se trouve, et ça je crois c'est le fait du hasard, la première réaction des soviétiques au retrait de la France de l'OTAN, si on remonte 2 ans auparavant, car tout se tient, la première réaction des soviétiques à ce retrait de l'OTAN a été l'invitation par le maréchal Kochvoï, patron des forces soviétiques en Allemagne de l'Est, quand même 5 armées de 4 divisions chacune, ça fait du monde. Donc l'invitation par le maréchal Kochvoï à son PC de Wunsdorf, près de Potsdam, de l'état-major des forces françaises d'Allemagne, c'est-à-dire de Massu. Bon. Et évidemment, pensez bien qu'en 1966, que le commandant en chef des forces françaises d'Allemagne se rende dans cette ERDA que les Occidentaux ne reconnaissent pas et refusent de reconnaître, parce que ce serait prendre acte de l'existence de 2 Allemagnes. Pour De Gaulle, la RDA est un État artificiel. Bon, le fait que Massu y aille est évidemment plus que symbolique. Bon, Massu s'y rend à Potsdam, et ne s'y rend évidemment que sur ordre de De Gaulle. Bon. Et à ce moment-là, il est prévu et inévitablement une visite de courtoisie de Kochvoï à Baden. Bon, c'est tout à fait logique. Et je crois que c'est le pur hasard, cette visite est prévue 2 ans après, en mai 68. Donc il se trouve que le 28 mai 68, Kochvoï est à Baden. Bon. Et que la mission soviétique de Baden fait dire à De Gaulle, pour répondre à son appel au secours, fait dire que l'URSS, le Kremlin, considère le régime gaulliste avec bienveillance. Donc De Gaulle sait qu'il peut concrétiser ça par une formule politique, et c'est pour ça qu'il lance cet appel au secours. Et pourtant, vous montrez bien, c'est même paradoxal, puisque vous décrivez l'entretien entre Kochvoï et Massu. La France, elle, attend un soutien, et le représentant soviétique, lui, annonce ni plus ni moins que l'apocalypse. Parce que Kochvoï va tenir 2 discours, et ça c'est la réponse des soviétiques. Il va tenir 2 discours, un discours de guerre, qui, en effet, en survolant la plaine de Bade avec Massu à ses côtés dans l'hélicoptère, il lui dit qu'attendez-vous pour brûler tout cela. Bon, et le discours continue sur ce mode. Bon, il s'adresse quand même à un représentant d'un gouvernement qui a signé le traité franco-allemand en 63. Bon, donc il y a de la provocation. Il s'agit de faire comprendre en réalité quelle est l'ambiance au Kremlin. Et l'ambiance est une ambiance de guerre. Ça signifie que l'invasion de la Tchécoslovaquie est déjà programmée. C'est pour ça que je mets en parallèle les 2 histoires, parce qu'on ne comprend pas un certain nombre de choses si on ne met pas en parallèle ces 2 histoires. Bon, et le soir, en revanche, Kochvoï tient tout autre discours. Il tient un discours, il vante le grand général de Gaulle, le grand président de la République française. Il dit à plusieurs reprises qu'il faut renforcer les relations franco-soviétiques, ardemment, etc., etc. Donc, il y a de la part des soviétiques un double discours. D'abord, on vous révèle que l'affaire tchécoslovaque est en cours de route. Et le deuxième discours, il faut que vous nous aidiez à passer, parce que c'est une condition, Moscou ne donne rien pour rien, il faut que vous nous aidiez à passer ce cap un peu difficile de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Et ce cap un peu difficile, De Gaulle va aider l'Union soviétique à le passer, en accordant, je dirais, son concours diplomatique à l'Union soviétique par cette fameuse phrase « L'invasion de la Tchécoslovaquie est un incident de parcours ». Alors avant cela, il y a ce voyage à Baden-Baden. Quelle est l'ambiguïté de ce voyage? C'est ce que je vous propose de voir, Henri-Christian Giraud, après cette deuxième pause. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au livre d'Henri-Christian Giraud, L'accord secret de Baden-Baden, comment De Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68, un ouvrage donc paru aux éditions du Rocher. Alors Henri-Christian Giraud, nous en sommes à ce fameux jour où De Gaulle donc s'envole pour Baden-Baden. Il y cherche, nous l'avons vu, la sécurité soviétique, au fond. Une assurance soviétique. Une assurance soviétique. Mais malgré tout, on s'interroge parce qu'il part avec des valises, il part avec son épouse, il part avec son fils, c'est bien ça. Il part avec toute la famille. Il part avec toute la famille. Et on a l'impression que c'est la fuite à Varennes. Alors ce n'est pas tout à fait la fuite à Varennes, parce qu'il y a franchissement de frontières. Il faut bien savoir que depuis le retrait
de la France, de l'OTAN, du commandement intégré de l'OTAN, le statut des troupes françaises a changé. Ce n'est plus un statut d'occupation, c'est un statut de stationnement. L'Allemagne a recouvré la souveraineté sur son territoire, et notamment sur la zone française. Donc il y a franchissement de frontières, ce qu'il n'y a pas à Varennes. Le roi sort de Paris, il veut reconstituer une armée. Ce n'est pas le cas là. De Gaulle ne va pas à Baden pour reconstituer une armée, pour redemander à Massu de monter sur Paris. Il n'a pas besoin d'aller à Baden pour savoir que Massu est prêt à monter sur Paris s'il lui en donne l'ordre. C'est une des hypothèses qui ont été avancées par la suite, mais qui ne tient pas debout. Donc il y a une grande différence entre, je dirais, le voyage à Baden. Pour moi, ce n'est pas la fuite à Baden, parce que De Gaulle il va avec une intention bien précise, c'est de faire parler Massu, c'est de savoir exactement prendre la mesure du soutien soviétique à son régime. C'est pour ça qu'il y va. Peut-être d'ailleurs sans que Massu en soit totalement conscient. J'en ai longuement parlé avec Massu. Massu a révélé à Jean Mauriac que dans le livre que Jean Mauriac vient de publier, il a cette phrase extraordinaire. Massu, il dit finalement De Gaulle serait venu à Baden de toute façon. Il n'est pas venu pour moi. Et en effet, il n'est pas venu pour Massu. La personnalité de Massu donne une fausse idée de ce voyage. Il y a le fameux continuer. Oui, bien sûr, dans l'exhortation de Massu. Oui, il y a ce fameux continuer. Mais De Gaulle n'y va pas pour voir Massu, il y va pour voir le messager. Celui qui va transmettre le message du Kremlin. Donc, que ce soit Massu ou un autre. Massu le dit très bien, il dit, il y aurait eu un autre commandant en chef des FFA, De Gaulle serait venu tout de même. Voilà. Et De Gaulle, là, a la certitude, et c'est pour ça que c'est une résurrection chez lui, tout d'un coup, il se lève, il donne l'accolade à Massu, c'est une résurrection, il prend conscience que le soutien du Kremlin au régime gaulliste est plein et entier. Et à partir de ce moment-là, il sait qu'il va pouvoir tenir, pour rebondir politiquement, c'est qu'il va pouvoir tenir le discours le plus anticommuniste de sa carrière. C'est-à-dire que, puisque le Parti communiste surgit maintenant comme la principale force d'opposition, le principal ennemi du régime, il va pouvoir cogner sur le parti sans que Moscou ne réagisse. C'est pour ça qu'il y va. Mais il y a une peur. Mais il a une peur au fond, et il n'en est pas totalement assuré avant d'y aller. Et c'est pour ça qu'il a fait venir toute sa famille. C'est-à-dire qu'il a, calculateur, on imagine que le général de Gaulle calcule toutes les hypothèses. C'est ce qui s'est passé. Malraux le disait, l'appelait le grand ruminant. Cette formule est assez extraordinaire. De Gaulle calcule tout. Il calcule tout. Il a envisagé, comme il l'a dit, toutes les hypothèses. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'il s'est donné les moyens de réaliser toutes ces hypothèses. Et c'est pour ça qu'on a évoqué la fameuse caravelle qui arrivait à Saint-Dizier. Le Monde l'a évoqué, Paul Dehem l'a évoqué, même Jean-Raymond Tournoux l'a évoqué. Et en effet, la caravelle présidentielle est partie de Villacoublay et elle atterrit à Saint-Dizier. Tout le monde se dit pourquoi la caravelle est à Saint-Dizier. Je crois que la réponse, c'est De Gaulle qui la donne à Floïc le soir, lorsqu'ils sont de retour à la Boisserie. Floïc lui demande, mon général, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je serais parti à l'étranger. Je serais parti à l'étranger, je serais parti en Irlande, chez les MacCartan, mes ancêtres, et peut-être encore beaucoup plus loin. De toute façon, je ne serais pas resté en France. Et là, je crois qu'il y a tout lieu de croire le général de Gaulle. Je crois qu'il serait revenu après en France, mais il serait parti en tout cas pour un bon moment avec toute sa famille. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'a manifestement pas prévenu son fils. Quand Massu dit « ça y est, j'ai gagné, le général reprend les rênes », il ne surévalue pas son rôle ? Si, il surévalue son rôle parce qu'il pense que c'est l'exhortation au ressaisissement qui est la raison principale du retour de Gaulle aux affaires. C'est-à-dire que Massu n'a pas toutes les cartes en main. Non, Massu n'a pas toutes les cartes en main, d'abord parce que De Gaulle ne distribue pas les cartes à tout le monde. Il a rencontré Cochevoy quelques jours avant. Non, la veille. La veille jusque tard dans la nuit, et Cochevoy est toujours à Baden en fin de matinée du 29. Mais De Gaulle n'a pas rencontré Cochevoy. Parce que De Gaulle a les cartes en main, il joue la carte Massu, il joue la carte Cochevoy, évidemment, et il sait qu'ils vont se rencontrer, et De Gaulle repart en France, puisqu'il est à l'étranger, vous l'avez dit, il repart en France sans que Massu, au fond, sache exactement la raison de ce voyage. Et moi, j'en ai parlé longuement avec Massu. Massu s'est un peu douté à la fin, puisqu'il le dit
Il a cette fameuse phrase à Jean Mauriac, donc on sent quand même qu'il a bien compris qu'il n'était là que comme intermédiaire, qu'il avait joué le rôle d'intermédiaire. Mais l'affaire n'est pas totalement bouclée quand De Gaulle repart en France et à la Boisserie, comme le montre Floïc. De Gaulle n'a qu'une... Il s'agit de savoir concrètement ce que va faire maintenant l'Union soviétique pour calmer le Parti communiste. Eh bien concrètement, c'est simple, c'est que la fameuse manifestation du 29 après-midi qui réunit près d'1 million de personnes avec tout l'état-major communiste au premier rang, de Duclos, Waldeck-Rochet, Jeannette Varmersch, etc., et part sur des slogans très durs, De Gaulle démission, 10 ans ça suffit, gouvernement populaire, ça c'est la rupture avec le régime gaulliste, et brutalement, en cours de manifestation, les slogans vont changer pour se terminer, pour devenir Charlot-Dessous, et puis ordre de la direction communiste de la dispersion, et surtout le parti va enterrer le fameux slogan de gouvernement populaire. Donc que le Parti communiste revient à son rôle de partenaire du régime gaulliste dans le système gaullien. Vous avez fait, on ne l'a pas dit en fait, mais Un jour dans l'histoire se plaît à montrer le travail sur les sources. Vous avez fait un travail sur les sources remarquable, reprenant les émissions d'RTL, des radios. Je l'ai fait parce que je n'ai pas pu faire autrement. Parce que... après avoir lu tous les témoignages, aussi bien de Messmer que de Pompidou, que de Tricot et les autres, on s'aperçoit que tous ces témoignages sont flous, sont vagues, quand ils ne mentent pas délibérément. C'est vrai pour certains auxquels je pense que je ne citerai pas. Mais enfin, en règle générale, je dirais que le témoignage humain, même quand il est celui de responsables politiques, est vraiment sujet à caution. Donc pour savoir, ne serait-ce qu'à quel moment le général de Gaulle, la disparition du général de Gaulle est connue de Pompidou, il a fallu que je me fonde sur d'autres sources, sur d'autres informations que seuls pouvaient me donner les bulletins de RTL de l'époque. Parce que là, les journalistes sont planqués devant l'Élysée et devant Matignon et disent le général de Gaulle franchit la grille du Coq à 11h25, etc., etc. Donc là, on sait très bien que là, il ne manque pas. Alors vous dites à la fin, De Gaulle a tout dit et il faut bien constater le contraire de tout. Il y a toujours, c'est ce qu'on disait pour Massu qui n'avait pas toutes les cartes en main, il y a toujours eu une illusion. Au fond, la plus grande des illusions, c'est ce discours anticommuniste que De Gaulle prononce au retour de Baden-Baden et puis qu'au fond, les communistes suivent l'ordre de Moscou. Suivent bien sûr l'ordre de Moscou, avec quelques difficultés, mais ils suivent l'ordre de Moscou. Mais pour illustrer, je crois quand même, les relations gaulo-soviétiques, c'est qu'au même moment où se déroule la manifestation gaulliste du 31 mai, au cri de communiste, à mort le communiste, etc., contre le communisme, au même moment, les personnalités politiques gaullistes se retrouvent en fin d'après-midi à l'ambassade soviétique pour fêter le départ de Youri Doubinine. Donc, je dirais, au moment où a lieu cette formidable manifestation anticommuniste et où la raison d'être de cette manifestation est l'anticommunisme, les personnalités politiques finissent la soirée à serrer la main de Jacques Duclos à l'ambassade soviétique rue de Grenelle. On a l'impression, au fond, que, surtout après le voyage à Baden-Baden, où le général de Gaulle émettait toutes les hypothèses, notamment celle du retrait, qu'il a été ni plus ni moins sauvé par l'Union soviétique ? Je pense qu'il a été sauvé par l'Union soviétique, oui. Eh bien, c'est sur ces mots, Henri-Christian Giraud, que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle les références de votre ouvrage « L'accord secret de Baden-Baden, comment De Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 68 », un ouvrage paru aux éditions du Rocher. Vous avez également dirigé l'ouvrage « Réplique à l'amiral De Gaulle », paru chez le même éditeur. Je renvoie aussi nos éditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Maurice Weiss sur De Gaulle et la Russie, un ouvrage paru chez CNRS Histoire, et tout récemment vient de sortir un hors-série de Diplomatie Magazine, le hors-série numéro 6 précisément, sur la politique étrangère de la France du Moyen-Âge à nos jours. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Jean-Claude Bourré, une nouvelle de toute dernière minute. Oui, c'est un télégramme qui nous vient de Moscou.
4 personnes au moins ont été arrêtées aujourd'hui sur la place rouge de Moscou par des policiers en civil en rapport avec une protestation préparée par des intellectuels moscovites contre l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Vous venez d'entendre un extrait des informations diffusées sur France Inter le 25 août 1968. Parmi les 8 personnes qui ont manifesté sur la place rouge ce jour-là, il y avait Pavel Litvinov qui nous a raconté les événements lors de son passage à Prague cette semaine. La place rouge était quasiment vide quand nous sommes arrivés. Il y avait seulement quelques touristes. Nous nous sommes assis et nous avons lu nos slogans. D'un seul coup, des agents du KGB ont commencé à courir dans notre direction et à nous frapper. Une femme m'a tapé sur la tête avec un sac rempli de livres. Mon ami Victor Feinberg, qui était assis à côté de moi, a eu 4 de ses dents qui ont sauté après avoir reçu des coups de pied. Des gens ont fini par s'approcher, ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Nous leur avons expliqué que nous étions des citoyens soviétiques et que nous protestions contre l'occupation de la Tchécoslovaquie. Les agents du KGB ont fini par nous embarquer et un quart d'heure après, nous étions au commissariat. Nos appartements ont été fouillés, puis j'ai été emmené dans une prison du KGB de Moscou. J'y ai passé plusieurs mois avant d'être jugé et condamné à 5 ans dans les mines de Sibérie, des mines où j'ai travaillé comme électricien. En 1973, je suis retourné à Moscou après ma libération, mais j'ai continué à être harcelé par le KGB en reprenant mes activités. J'ai été de nouveau arrêté et ils m'ont dit que j'avais intérêt à demander un visa de sortie si je ne voulais pas être envoyé dans un camp de travail aux conditions bien pires. Pavel Litvinov, qui a émigré aux États-Unis en 1974, fait partie des 9 dissidents de plusieurs pays communistes qui ont été décorés cette semaine par le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek, qui a tenu à les remercier personnellement pour leur courage 40 ans après.